Merci de vous être connecté à notre dernier webinaire de l'année avant ces fêtes de fin d'année que tout le monde attend, je pense, avec impatience pour reprendre quelques jours de congé. On va terminer sur un webinaire qui va parler essentiellement du coaxis, puisqu'on fête toujours cette année les 20 ans du concept coaxis. Et donc, nous avons fait le plaisir de nous rejoindre ce soir le docteur Mathieu Chotard, qui est chirurgien oral et qui pratique l'implantologie exclusivement à la Ciotat. Je dis pas de bêtises, mais tu peux me dire. Je ne suis pas chirurgien oral, je suis Ah ancien oui, dentaire et je ne fais que de la chirurgie buccale, mais je n'ai pas passé la passerelle pour chirurgien oral parce que je suis très d'accord. vieux. Mais en tout cas, tu en as la spécialité, quoi, aujourd'hui. Voilà, j'ai passé l'internat, exactement. Très bien. Et donc le docteur Charles Mathieu, bon, qu'on ne présente plus parce que je crois que c'est l'un de nos orateurs le plus présent cette année sur l'ensemble des webinaires, donc qui est implantologiste exclusif à Amiens et voilà, qui nous fait toujours le plaisir de partager un petit peu son expérience avec l'ensemble des solutions de Southern, avec toujours beaucoup d'entrain et de dynamisme. Donc on a toujours plaisir à le voir venir partager ces moments en soirée avec nous. Donc voilà, la thématique, c'est le traitement des atrophies complexes avec le concept coaxis, donc qui va se décliner en deux parties avec les conférenciers ce soir. Donc le docteur Charles Malchieu va plus nous parler de la partie unitaire, secteur antérieur, des traitements unitaires avec le coaxis, et le docteur Chotard plutôt nous partager son expérience voilà, qui est quand même l'un des fondateurs du groupe For Your Smile, donc qui a une grosse expérience sur le traitement de l'édenté complet avec le Holland 4 et qui a donc depuis quelque temps fait l'acquisition du concept coaxis pour le traitement de l'édenté complet pour justement pouvoir traiter ces patients avec ce concept qui est très innovant et qui aujourd'hui a fait largement ses preuves. Euh, pour ceux qui le souhaitent par la suite, retrouver quelques informations sur notre site internet. Alors, je vais peut-être, je peux y aller. Je ne sais pas si je peux y aller. Si on voit mon écran. Oui, on le voit. On le voit. Ah, c'est pas. Je ne sais pas si vous voyez mon écran. Non. Non, vous voyez pas mon écran. Non, Pas du tout. on voit que t'as pas de manche, mais Ah, on voit d'accord. pas ton écran. Ouais, Ouais. c'était pas le propos, mais pourquoi pas. Oui, on le fait en repassé de monsieur. Ah oui, Voilà. Alors, il faut que oui, je on- partage mon écran. Voilà, il faut que je partage mon écran. Voilà, partager. OK. Donc voilà, si vous voulez retrouver des informations sur le coaxis, il faut aller dans la partie innovation. Bon, bien sûr, en ayant tapé ça en même temps en France. Donc là, vous allez retrouver l'ensemble des informations sur le coaxis. Désolé, la connexion est un peu lente. Voilà, où vous allez retrouver toutes les informations techniques spécifiques, peut-être qui ne seront pas forcément abordées ce soir, avec différentes vidéos et bien sûr des références. Si vous voulez aller un petit peu plus loin, vous allez retrouver toutes les études sur le coaxis dans la rubrique à propos, voilà, avec les études et publications, où là vous allez retrouver l'ensemble de la littérature scientifique réalisée sur le coaxis ces 20 dernières années. Voilà, je vais laisser la main au docteur Malthieu, je vais arrêter de partager, voilà, et je vais vous laisser profiter de l'expérience de nos deux conférenciers. Bien sûr, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser là dans la petite application Q et R. Donc voilà, le docteur Chotard va se faire un plaisir de récoller l'ensemble des questions et peut-être animer le débat avec le docteur Malthieu en fonction des questions que vous aurez à poser sur sa présentation. Charles, c'est quand tu veux. Bonsoir tout le monde. Je suis content d'être là, surtout avec mon copain Mathieu. Ça me fait super plaisir de partager un webinaire avec toi. J'espère qu'il y en aura d'autres, même physiquement, parce que c'est toujours un plaisir. Alors, je sais pas si on voit l'écran. Très bien. parfait. Voilà. Donc, on va parler du coaxis.
Et puis, on va reprendre un petit peu les bases de cet implant parce que depuis maintenant quelques années que je pose des implants de chez Southern, forcément, j'ai des questions, j'ai des échanges quand on va dans les congrès. Et je crois que tout le monde ne perçoit pas forcément bien ce qui est exactement le concept du coaxis, comment ça marche. Est-ce que c'est compliqué? Est-ce que c'est pas compliqué? Est-ce que c'est un implant? Est-ce que c'est un système? Est-ce que c'est quelque chose qui se visse? Pas mal de praticiens sont encore un petit peu perdus. Donc, c'est un implant qui est tordu, hein. Et vous allez me dire, avec le bout tordu, le plaisir n'est pas moindre. C'est ce qu'on va essayer de prouver. Ça, c'est moi, on s'en fout. Moi, dans mon exercice, ce que j'adore faire, c'est d'essayer d'accélérer le protocole des patients. Et pour accélérer le protocole des patients, bah forcément, il faut essayer de faire le moins de chirurgie possible, ou en tout cas des chirurgies le moins invasives possible, de pouvoir mettre des prothèses immédiatement pour que le patient reparte avec un sourire. Et puis, bah, comme dans le Nord, on n'est pas bien riche, on essaye aussi de limiter le coût pour les patients, le coût aussi pour nous, et d'essayer de combiner tout ça pour avoir une satisfaction maximale. Il y a Mathieu qui est là ce soir. Mathieu, c'est aussi monsieur For Your Graft. Donc la greffe, il sait ce que c'est. On a tous, en tant qu'implantologue greffé, on a tous fait des chirurgies implantaires. Je pense que personne ne court particulièrement après. On le fait quand c'est nécessaire. On le fait parce qu'on n'a pas le choix, mais quand on peut éviter de le faire, forcément, on essaye d'éviter de le faire parce que c'est un risque de complication, c'est un risque aussi d'altérer le côté esthétique. Et quoi de plus idéal que d'avoir un secteur qui est tout fait, et aussi pour les sous, bien sûr. L'idéal, c'est d'avoir un secteur qui est fait, de retirer la dent et de pouvoir, à minima, réaliser sa pose d'implant, éventuellement, et aujourd'hui c'est très courant, de faire un petit aménagement muqueux, mais on va essayer de se cantonner à ça. Sauf que on ne peut pas toujours le faire. Et c'est là qu'intervient notre système coaxis. Alors, le système coaxis, c'est un concept de rattrapage d'axe implantaire. Donc, je dis bien implantaire. Pourquoi? Parce que c'est le col de l'implant qui est angulé sous différentes angulations, hein, qui chez Southern vont de 12 degrés à 36 degrés pour les secteurs postérieurs. Et ce n'est pas une pièce qui vient s'ajouter, c'est bien une angulation du col de l'implant. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que c'est un concept qui s'est adapté sur des implants et ce n'est pas un type d'implant, mais c'est un concept qui existe sur plusieurs types d'implants. Donc ça veut dire que vous avez l'implant Provata chez Southern, qui est un implant bonne level classique avec des spires plus ou moins agressives. Vous avez l'implant Inverta qui est cet implant qui a un corps un petit peu plus large pour venir chercher un ancrage. Vous avez un implant Deep Conical qui est un implant avec une connectique conique interne et d'autres types d'implants qui sont utilisables suivant vos préférences et suivant le cas clinique que vous avez. Ça, c'est la deuxième chose. Et la troisième chose, c'est que le concept coaxis existe également avec différents types de connectiques. Il n'y a pas qu'une seule connectique sur le coaxis. Il y a beaucoup de communication qui passe avec des hexagones externes. On m'a déjà fait la remarque en disant, bah oui, mais moi, l'hexagone externe, c'est pas mon truc, c'est pas moderne. Ce n'est pas que de la connectique en hexagone externe. Il y a de l'hexagone externe, il y a du deep conical, qui est une connectique conique interne qui, à mon sens, est la connectique la plus moderne pour les secteurs antérieurs. Vous avez des connectiques hexagonales internes un petit peu plus classiques, un petit peu plus traditionnelles, comme on pouvait le trouver historiquement dans des marques comme Zimmer. Et vous allez pouvoir donc piocher, en récapitulant les 3 points que je vous ai dit, une correction de col implantaire, un type d'implant dont vous avez besoin et la connectique que vous préférez. Ça, je pense que c'est 3 points qui ne sont pas toujours très clairs lorsqu'on communique sur le système coaxis et qui me semblait être important de préciser. Alors, l'autre question qu'on nous dit, c'est, bah oui, mais comme le col est angulé, forcément, on va affiner un petit peu les tissus puisque la vis elle-même est dans l'axe de la correction, hein. On m'a dit, bah oui, mais si ça pète, comment on fait? Ça, c'est une bonne question. Si ça pète, on a l'air con. Ça, c'est évident que si ça pète, c'est pas bon. Alors, il y a des études qui ont été faites in vitro, pour le coup, et qui sont tout à fait en faveur mécaniquement du fait d'avoir ce col corrigé et d'avoir la vis qui n'est pas dans l'axe, puisque le col va conserver cette bonne largeur. Alors, j'aimerais que dans le temps, on arrive tous ensemble avec le nombre de cas qu'on fait à pouvoir publier des choses dans la durée. Et je pense que bah, malheureusement, la durée, il faut qu'elle se passe. Donc, ça va mettre un petit peu de temps. Mais
Manu a rappelé qu'on avait passé les 20 ans du coaxis. Alors pour nous, c'est nouveau parce que Southern a été amené récemment, enfin récemment, maintenant ça fait quand même quelques années par Manu, mais c'est quelque chose qui est utilisé et éprouvé beaucoup aux États-Unis. Hein, vous avez des praticiens comme Stephen Chou qui utilisent ça depuis des années et qui sont tout à fait satisfaits. J'ai parcouru PubMed et compagnie pour essayer de trouver des publications qui mettraient en évidence ces fractures que je n'ai pas trouvées. Alors après, vous allez me dire, bon, c'est bien beau à dire. Moi, je l'utilise maintenant depuis quelques années. Mathieu l'utilise. Il y a tout un tas de praticiens de renom qui les utilisent. Hein. Ce pas des amateurs qui utilisent ces implants-là. Nous n'avons pas à ce jour eu de problème de fracture. Vous avez un article qui est paru en 2019 par l'excellent Patrice Margossian. Vous connaissez la précision, l'exigence et le travail de Patrice Margossian qui, il y a quelques années, a fait donc cet article sur le changement de paradigme dans le positionnement implantaire, où justement, il va utiliser l'os en présence dans l'axe et utiliser, forcément, puisque comme on veut faire des restaurations transvissées, vient se poser le problème de l'axe de sortie du puits de vissage. Et donc, Patrice, déjà en 2019, a fait ce très bel article pour dire que c'était quand même bien de mettre l'implant dans l'axe de l'os et ensuite d'avoir un système qui rattrape l'axe pour pouvoir avoir, notamment sur les secteurs antérieurs, au niveau du cingulum, un puits de vissage. Donc, vous voyez, sur ce concept de mettre l'implant dans l'axe osseux et de rattraper l'axe, on est clairement aujourd'hui dans une implantologie qui est logique, qui est moderne et qui est cohérente. Maintenant, la question, c'est comment on le fait. Donc là, je reprends, j'avais mis des belles diapos avec toutes ces connectiques. Donc, vous voyez, on va retrouver les différents types de connectiques, les différents types d'implants qui sont utilisés sur le coaxis. Alors, la question, elle est là, mon cher Mathieu. C'est comment on fait quand on a ce type de cas. Et ce type de cas, si vous faites de l'implantologie et que vous faites de l'implantologie dans le secteur antérieur, vous l'avez forcément rencontré. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On enlève la dent, ça c'est la première chose. Et après, qu'est-ce qu'on n'a pas envie de faire? À mon sens, dans un cas comme ça, moi, j'ai pas envie de greffer. Pourquoi j'ai pas envie de greffer? Parce que je vais être délétère esthétiquement, je vais augmenter le coût, je vais augmenter la complexité, je vais augmenter le risque infectieux et je vais finalement, quelque part, me tirer une balle dans le pied. L'autre solution, ce serait, si je veux conserver un puits d'émergence singulaire, ce serait de mettre un implant très petit, ou d'aller me rapprocher dangereusement du bord libre et de risquer esthétiquement soit d'avoir un puits de vissage sur mon bord libre, soit carrément l'erreur fatale de rater mon cas et d'avoir un puits de vissage vestibulaire et de devoir opter pour une prothèse scellée que j'ai totalement bannie de mon exercice aujourd'hui. Donc, nous reste la solution de se dire, voilà, j'ai ce superbe volume osseux qui est là, qui est plus que très généreux. On a de la largeur, on a de la hauteur, on a de la profondeur par rapport aux fosses nasales. Et donc, j'ai très envie d'aller mettre mon implant parallèle au cortical. Le souci, c'est que si je fais ça, je vais sortir en vestibulaire. Me reste donc une possibilité. Soit, comme Patrice l'a décrit en 2019, j'utilise un système à rattrapage d'axe, forcément. Donc, ce système à rattrapage d'axe, c'est-à-dire que mon implant est dans l'axe osseux et je viens rajouter une pièce prothétique qui vient, grâce à un tournevis ancillaire, se visser en rattrapant l'axe et qui va me permettre d'obtenir le résultat que je veux. La deuxième solution que j'ai, qui est celle pour laquelle j'opte, mais je vais vous dire pourquoi tout à l'heure, c'est d'utiliser donc non pas un système à rattrapage prothétique, je dis bien un rattrapage prothétique, comme l'est le système Axine, mais un système à rattrapage implantaire. C'est-à-dire que je pose mon implant, et une fois que mon implant est posé, c'est comme si je l'avais mis dans l'axe prothétique. Pourquoi je préfère ce système-là? Je préfère ce système-là pour la raison essentielle que je viens de vous dire, c'est-à-dire qu'une fois que mon implant est posé, je suis en prothèse traditionnelle. C'est-à-dire que ce soit moi ou un correspondant ou n'importe qui d'autre, quand il va enlever la vis de cicatrisation ou la prothèse transitoire, il est dans un cas complètement classique. Je veux me sortir du système de rattrapage prothétique qui est, à mon sens, plus complexe puisqu'il nécessite un matériel plus complexe, il nécessite une pièce prothétique plus coûteuse, il nécessite aussi de se faire un petit peu enfermer par les systèmes de laboratoire de prothèses, en l'occurrence ici Simeda, et que je trouve qu'à la fin, on a une prothèse qui est plus compliquée et plus coûteuse, et en plus de ça,
Si vous regardez bien sur les systèmes, si vous connaissez un petit peu les systèmes à rattrapage d'axe prothétique, bah, on se retrouve avec des petites pièces, avec peu de métal, et quelque part, je me dis que bah, forcément, dès que j'ai mon implant qui est posé avec mon système coaxis, eh ben, je retrouve un vrai pilier plein, facile à travailler et qui est totalement en accord avec la prothèse, comme si je l'avais fait sur un implant qui avait été posé, un implant droit qui avait été posé au bon endroit. Donc ça, moi, je préfère ce système-là. Mathieu est d'accord avec moi et je crois d'ailleurs qu'il aime ce système. Je crois même qu'il m'aime moi. Non, en fait, il adore le coaxis management en réalité. Alors, on va reprendre le cas de tout à l'heure. Comment on a traité ce cas-là? Eh bien, tout simplement en extraction, implantation immédiate. Je vous invite d'ailleurs à apprendre à faire des extractions, implantation immédiate avec Mathieu. C'est une très belle formation. Et avant toute chose, pour faire de l'extraction, implantation immédiate, il faut savoir enlever les dents. Il faut savoir enlever les dents sans abîmer. Et ensuite, il faut savoir positionner son implant dans une alvéole qui est déjà existante. Donc ça, c'est des choses que vous pouvez aller apprendre là-bas. Et donc, bah forcément, je vais forer dans l'axe osseux. Et pour me repérer, je vais opter pour le bord libre. Alors, les 12 degrés ne sont pas arrivés par hasard. Si vous regardez sur une dent, vous forez bord libre, vous faites 12 degrés de moins, vous verrez que vous tombez dans le cingulum, ça marche à chaque fois. Si vous devez un tout petit peu plus anguler sur des arcades un petit peu plus particulières, vous pouvez utiliser le 24 degrés, mais c'est vraiment un usage très limité. Et ensuite, Mathieu parlera peut-être des 36 degrés, vraiment pour des angulations extrêmes dans les secteurs postérieurs. Donc, je vais très facilement forer bord libre. Je ne vous apprends pas le pointage. Le pointage, ça se fait comme dans toute extraction implantation immédiate. On longe la paroi palatine, on reprend notre axe, notre point, et ensuite on va viser bord libre pour poser notre implant. Question qu'on me pose également régulièrement, bah oui, mais comme le col il est angulé, comment tourne l'implant? Eh ben c'est très simple. L'implant il est posé sur un porte-implant qui est contre-angulé, comme vous le voyez. Donc vous avez une pièce qui est droite, sur laquelle il y a au centre, là vous avez face à vous une petite rainure qui va correspondre au bord vestibulaire. De l'autre côté du porte-implant, il y a la vis pour dévisser ce porte-implant. Et vous allez pouvoir monter sur votre contre-angle avec des indicateurs d'enfouissement, comme sur un système totalement traditionnel. On a fait notre prothèse provisoire, on a fait nos aménagements muqueux, et là, ce qui est génial, c'est de se dire que bah voilà, j'ai plus qu'un aménagement muqueux à faire. Sur un cas où avant on aurait greffé, bah aujourd'hui, je peux seulement faire mon aménagement muqueux et utiliser mon implant coaxis ou éventuellement les systèmes à rattrapage d'axe prothétique. Et voilà une fois l'implant posé. Donc, vous voyez que là, j'ai le beurre et l'argent du beurre. Pourquoi? Parce que j'ai mon implant qui est parfaitement dans l'axe osseux. J'ai utilisé la longueur. Si vraiment on voulait chipoter, j'aurais pu mettre 1 mm de plus éventuellement. Mais là, on a déjà mis un implant de 13 mm, ce qui est énorme. Et vous voyez cette épaisseur que j'ai en vestibulaire, que j'ai bien sûr comblé en préservant ma corticale vestibulaire. J'ai comblé avec un petit peu d'os de xénogreffe et j'ai fait un ajout muqueux qui est le standard actuel. Alors, j'ai pas le cas définitif puisque ce sont des correspondants malheureusement souvent qui font les prothèses, mais vous voyez, radiologiquement, on a parfaitement exploité le volume osseux. Ça, c'est un cas d'un ambulancier qui est venu à la consultation. Il avait depuis quelques années une dent qui s'était proversée. Là, je me suis dit, bon, bah, quand je vais faire le scan, forcément, ça va être compliqué à gérer. Et donc, on a fait le scan et on voit sur le scan qu'on a un os qui est très long, avec deux belles corticales, mais qui est très allongé et qui laisse très, très peu de place pour aller positionner un implant. Donc là, à part greffer ou me mettre dans l'axe osseux, je ne peux pas faire construire. Donc, même protocole de l'extraction-implantation immédiate. Je conserve mes corticales, je vais forer dans le prolongement un petit peu plus palatin que mon point d'apex et je vais utiliser un outil fondamental dans la trousse coaxis qui est cet indicateur de position que je vais positionner pour voir comment je suis positionné. Si vous ne l'utilisez pas, c'est à mon sens une erreur parce que j'ai fait ces erreurs, c'est-à-dire que parfois on est un petit peu trop pressé. Hein, quand on pose des implants tous les jours, ben, on est le plus fort, on est le plus beau. Et puis de temps en temps, on fait des conneries. Et donc on se rend compte que soit on l'a mis trop palatin, ce qui est une erreur, soit on l'a mis un tout petit peu trop vestibulaire et on va se rapprocher un peu du bord libre. On va poser un implant coaxis, hein, qui est cet implant avec le corps un petit peu élargi. Pourquoi? Parce que je vais vouloir bien m'ancrer dans les corticales pour avoir une belle stabilité primaire pour pouvoir le faire repartir. Et vous voyez que j'ai sur la diapo centrale en bas mon repère vestibulaire qui est bien vers l'avant et à l'arrière, vous voyez, je passe mon tournevis pour enlever
mon porte-implant et finalement, l'axe de mon tournevis correspond à mon axe prothétique, c'est-à-dire là où la vis va venir s'insérer pour transvisser ma prothèse. J'ai, pour une raison que j'ignore, décidé de garder sa dent et donc j'ai fabriqué moi-même la prothèse provisoire avec un pilier en pic provisoire. J'ai abrasé sa dent pour conserver, pour avoir un résultat esthétique qui était le plus satisfaisant possible. Alors là, on avait tellement une extrême, là, vous voyez, j'aurais pu mettre un 24 degrés, j'ai mis un 12, j'étais un tout petit peu limite, mais on est correct. J'ai fait mes aménagements osseux, vous voyez les petits granules sur la diapo en bas à droite, aménagement muqueux pour gonfler un petit peu, et pareil que tout à l'heure, vous voyez que j'ai profité de l'espace osseux. Alors, j'aurais pu mettre encore plus long, mais bon, plus on est long, plus c'est bon, je sais pas, mais en tout cas, plus on a un risque de perforation dans ce genre de cas. Et j'ai aménagé, grâce à l'implant Inverta, parce que comme on était un petit peu étroit au niveau osseux, je voulais avoir mon millimètre et demi, mes 2 millimètres, hein, qu'on cherche tous à avoir sur les parois vestibulaires du secteur antérieur. Pour optimiser cet espace-là, j'ai utilisé cet implant Inverta. Voilà le cas fini une fois la chirurgie terminée. À l'époque, on utilisait ce petit fil très moche tressé, d'ailleurs, qui n'était pas du monofilament. Et le patient est reparti comme ça. Donc, on était plutôt content. Et puis, bah forcément, comme je vous ai dit tout à l'heure, pour faire la prothèse, c'est très simple, puisqu'on a un implant qui est rigoureusement le même que s'il n'était pas coaxis. Donc, bah, je vais faire ma prothèse en chirurgie numérique. Vous savez que j'adore la chirurgie numérique. Donc, je place un scan Bosdy, je fais mon empreinte. Vous voyez qu'on a obtenu un joli profil d'émergence. Le laboratoire me fait la prothèse. Là, j'avais essayé de faire un peu du grec caméléonte, mais mes flashs ne se sont pas déclenchés, donc ça n'a pas marché. Mais voilà. Et voilà le cas terminé. Mais il y a une petite ambiance un petit peu chaloupée qui nous va très bien ce soir. Voilà. Et voilà le cas. Voilà le cas terminé. Djibril était content parce qu'il a récupéré sa dent qui commençait à lui gratter le nez. Et là, il était plutôt satisfait. Et ce qui est sympa, c'est que pour la petite histoire, bah, finalement, je n'ai fait que mettre un implant simple avec un petit aménagement muqueux qui n'est pas compliqué. J'ai mis 0,15 grammes de xénogreffe porcine dans l'espace vestibulaire. J'ai utilisé un pilier pic qui coûte que dalle. Et à la fin, c'est une simple couronne monolithique maquillée qui n'est pas magnifique, mais que je trouve dans ce cas tout à fait jolie et que surtout mon patient a pu assumer financièrement alors que ça faisait 15 ans qu'il était avec son implant parce qu'il avait eu des devis pas possibles et qu'il pouvait pas faire. Donc moi, dans mon cahier des charges à moi, je suis très content parce que j'ai réussi à soigner mon patient et je trouve que le résultat est joli. Et ça, c'est grâce au coaxis. Et en plus de ça, si j'ai obtenu un résultat esthétique qui est correct, j'aurais même pu, si j'avais pas été une feignasse, combler la rétraction côté gauche. Euh, j'ai réussi à traiter mon cas de manière simple et surtout économiquement super intéressant. Je ne sais pas si j'aurais eu un aussi beau résultat d'ailleurs avec une chirurgie traditionnelle. Même cas, bon après c'est toujours la même chose, hein. Vous voyez toutes ces arcades, hein, maintenant que vous refaites les scans dans la tête, vous les voyez, tous ces scans où on a bien envie de mettre l'implant dans l'axe osseux. Donc là, je passe un petit peu plus rapidement si ça peut bien passer. Voilà, on va utiliser toujours cet implant Inverta que j'aime bien, qui est un implant qui n'est pas facile à utiliser parce qu'il ne faut pas aller mettre en pression la corticale vestibulaire, sinon vous prenez les pieds dans le tapis. Donc il faut quand même avoir un petit peu d'espace. On a fait un forage bord libre, on est un tout petit peu limite là-dessus. Vous voyez, quand on met pas l'indicateur, on est un tout petit peu limite. On a notre tournevis sur la partie linguale. Vous voyez, même principe que tout à l'heure sur mon Provata, on a ce porte-implant qui est contre-angulé. Je fais mon empreinte immédiatement après la chirurgie. J'ai de la chance, j'ai un laboratoire LIO dans mon sous-sol qui me fait une très jolie couronne imprimée avec la Sprint Trace. J'avais changé d'imprimante pour avoir du plus rapide. Et donc, on a fait une belle couronne imprimée en 20 minutes avec une petite base collée. Et le patient est reparti comme ça. Et vous voyez encore en bas sur les radios, on a exploité ce volume osseux et on a laissé un bel espace osseux vestibulaire sur une chirurgie, encore une fois, très simple. C'est un patient âgé, là, un parodon TP. Vous voyez, on a fait du très simple. Et le patient est content. Autre cas, alors ça, c'est plus pour vous montrer un petit peu avec des vidéos, parce qu'à l'époque de ce cas-là, j'avais fait des vidéos. Pareil, c'est une dame très âgée qui a dit, moi, je m'en fous, mettez-moi une prothèse, ça coûte pas cher. Au bout de 2 mois, elle nous a dit, bon, bah, la prothèse, ça me gonfle, je veux des implants. OK, on y va. Ça n'a pas trop d'intérêt, le pointage. Mais par contre, c'était ça que je voulais vous montrer. Où, vous voyez, ça se vise comme un implant traditionnel. Il n'y a aucune différence. Et vous voyez la petite rainure vestibulaire qui passe. Là, vous voyez, elle est passée.
Voilà, là, je sais pas ce que je fais. Je dois avoir une crampe, je pense. Voilà, je reprends. Vous voyez le torque hein, qu'il y a hein, c'est toujours sur les implants Southern, c'est ça qui est magnifique. C'est ce torque qui vous permet de pouvoir tout le temps mettre en place. Et vous voyez, je dévisse derrière. Hein, c'est tout simple. Je dévisse derrière et je vais récupérer mon axe prothétique. Là, j'avais mis des tissus level parce que c'est une dame où tout n'est pas clean. Il y avait beaucoup de gencives, donc j'ai mis des tissus level. J'adore les tissus level, donc j'ai pas hésité à mettre des tissus level. Et après, prothèse vraiment traditionnelle, empreinte directement après la chirurgie, impression avec mon ancienne imprimante qui était très lente. Voilà, bon, ça, c'est pas le sujet du jour. Et on vient visser nos prothèses provisoires. Alors là, il y avait un petit peu plus de place, mais vous voyez, on a bien profité de cet os. Cette dame, elle a de l'os. Et ce que j'adore avec les tissus level, c'est quand vous enlevez votre prothèse provisoire, vous avez vu ces tissus là, c'est généreux, c'est joli, ça donne envie d'y aller. Mathieu Collin serait totalement en PLS sur cette belle photo gingivale. Et voilà, on a terminé le cas, toujours en numérique, puisque bah, c'est très simple. Coaxis ou pas coaxis, je le répète, le protocole est le même, les pièces prothétiques sont les mêmes, tout est pareil. Voilà. Et vient ce moment où je passe le relais à Mathieu qui va nous parler des secteurs postérieurs que j'amorce, puisque bien évidemment, bah, l'implant coaxis, il marche à toutes les sauces. On connaît le principe du Holland-Fort. Mathieu le connaît mieux que tout le monde, puisqu'il a appris aux trois quarts des Français à faire des Holland-Fort dont je fais partie et dont je profite chaque jour. Et je ne serai jamais assez reconnaissant envers les deux Mathieu de m'avoir poussé dans cette aventure qui est aujourd'hui mon pas quotidien, mais hebdomadaire quasiment, et grand merci à eux. Je vous conseille aussi d'aller voir Mathieu Collin sur For Your Smile. Et vous voyez bah, qu'on peut contourner des sinus. On peut également faire, bien évidemment, du foulard. Ça, c'est un cas. J'avais demandé conseil à Mathieu. Il m'avait dit fais une grosse sausage. J'avais fait une grosse sausage. J'ai laissé le bridge et après, on est venu mettre des implants. Et vous voyez que j'ai utilisé ce grand implant Nasalus qui a un col angulé et qui me permet, dans ces cas-là, bah, de ne pas avoir à mettre de pièces prothétiques angulées qui, sur les Holland-Fort, parfois, vous voyez hein, ces petites pièces, ces petits multi-unités, parfois, il y a très peu de métal dessus. Et là, ça me permet de mettre une pièce pleine et d'avoir directement ma correction et de mettre en charge le soir même mais ma prothèse provisoire. Voilà, merci. Écoutez, et je passe la main à Mathieu. Superbe. Bref, mais Merci, intense. merci beaucoup, Charles. C'était top. Putain, tu as une expertise sur ce coaxis qui est extraordinaire. Et c'est vrai que bah, tu disais, moi, j'ai commencé à faire un petit peu des cas justement alors, je cherche un peu donc des cas en coaxis c'est effectivement surtout sur des réhab complètes mais c'est pas alors c'est pas un implant qui est simple à mettre c'est pas tant ça c'est qu'en fait comme tu disais quand tu as posé des implants et des bonnes levels traditionnels ou même des tissus level tu t'aperçois qu'effectivement dans certains cas bah, tu as une petite barrière, t'as des problématiques qui arrivent. Et c'est vrai que ce coaxis-là, moi, m'a fait sauter quelques verrous, a facilité des choses, à entraîner des résultats qui soient esthétiques, effectivement, comme tu as super bien montré en zone antérieure. Et puis, comme tu dis, une facilité finalement de mise en place de ces implants quand tu as bien compris le système qui est dingue, qui est vraiment dingue. Et je trouve que tout le monde devrait avoir des coaxis dans son tiroir. Tout un planteau devrait avoir des coaxis dans son tiroir, je pense. On est d'accord. Non, puis surtout, c'est bon, au début, tu as envie de faire de la chire, d'ouvrir des greffes, des machins. Puis quand tu t'es pris les trucs dans la tronche, tu as beaucoup moins envie de faire ce genre de trucs. Et bon, tu as encore plus l'expérience, mais je trouve quand même que sur les secteurs antérieurs, plus on peut faire simple, mieux c'est. Et c'est pas le petit ajout conjonctif qui complique la chirurgie aujourd'hui. C'est quand même très simple. Donc c'est, à mon avis, moi c'est le truc qui m'a le plus changé la vie dans ma pratique, clairement. Ouais. Je suis 100% d'accord avec toi. Et donc voilà, là, on va nous, du coup, bifurquer tranquillement, même si je pense que Charles aurait pu continuer à la con sans aucun souci sur les réhab, on va dire, d'arche complète. Alors, on va vite redéfinir un petit peu ce que c'est finalement qu'une prise en charge de ces patients-là et de ces édentés complets. Finalement, bah, on sait, voilà, on a tous ce grand-père de l'implantologie, enfin ce grand-père, non, ce père de l'implantologie, excusez-moi, que l'on a tous, c'est Brandmark. Et lui, le premier, a dit que voilà, évidemment, il fallait pas mourir et passer l'arme à gauche avec des dents dans un verre et que
il fallait utiliser ces implants qu'il avait développés pour justement pouvoir réhabiliter ses édentés complets, d'ailleurs, qui considérait comme des handicapés oraux. Hein. Pour lui, c'était vraiment quelque chose à prendre en compte et en charge de manière très importante. Et c'est vrai que donc il y a plusieurs années maintenant, dans les années, on va dire 75-80, a été développé un protocole. Ce protocole, c'est le Holland 4. C'est mon chat qui vient de boire. Dégage. Le Holland 4. Et ce Holland 4 a été mis en place et a été inventé par un célèbre Portugais. Évidemment, pas joueur de foot, mais c'était Paulo Malo. Et Paulo Malo a eu cette idée géniale. Alors, lui, venant d'un. Il a eu un cursus un peu particulier, mais il était ingénieur des ponts et chaussées avant de bifurquer sur la santé. Et c'est cette corde à son arc qui lui a permis de développer une prise en charge de l'édenté complet uniquement avec 4 implants. Et la répartition de ces 4 implants de façon un peu particulière permettait de répartir les forces et de pouvoir évidemment transvisser un bridge complet autant en haut qu'en bas. Alors en inclinant les implants, je ne vais pas vous faire le cours sur le Holland 4, mais en inclinant les implants, on évite les sinus ou le NAI, évidemment la mandibule, et on vient soutenir évidemment les parties postérieures sur des bridges complets. Et je reviens sur cette étude-là parce que plusieurs études ont été faites en éléments finis, mais celle de Bronsky est vachement intéressante. Donc, c'est un mec, ils ont, en éléments finis, ils ont mis 4 implants, ils ont mis une force de 50 newtons sur un cantilever de 15 mm, puis ils ont regardé la répartition des forces sur les implants qu'il pouvait y avoir. Alors, quand vous mettez des implants axiaux comme ça, ben, vous avez des forces de compression, vous voyez, assez importantes sur le premier implant, de traction sur le deuxième implant, et puis après, des forces sur les implants contralatéraux. N'oubliez pas que l'étude en élément fini n'a pas été faite comme ça, mais c'est une courbe, évidemment. Donc, quand on appuie là, on appuie aussi de l'autre côté. Et il s'est amusé à enlever cet implant du milieu. Il a mis la même force et il a vu que finalement, les forces de traction étaient beaucoup plus importantes, la force de compression quasiment la même. Et après, il a eu l'idée, évidemment, d'incliner ces implants-là. Et là, par contre, on a une répartition qui est bien meilleure. C'est-à-dire qu'on a des forces de compression qui sont diminuées, des forces de traction qui sont diminuées, et des forces sur la partie contralatérale moins importantes. Donc, en fait, en gros, une répartition des forces plus intéressante. Et je voulais mettre cette diapo aussi ce soir parce que je ne sais plus, hier ou avant-hier, j'ai mis une photo sur For Your Smile et en fait, il y avait un débat qui se fait toujours finalement sur le nombre d'implants. Et se dire 4 implants maxillaires, ouais, ben, en fait, je ne sais pas si ça marche, c'est casse-gueule, est-ce qu'on y va, est-ce qu'on n'y va pas. Et c'est rigolo que ce débat soit toujours là. Euh, Toi, Charles, je veux dire, tu fais du Holland fort, que ce soit la mandibule ou au maxillaire depuis longtemps. Et je ne pense pas qu'on ait plus de casse. Et voire même, voilà, on a des études qui montrent que finalement, c'est peut-être mieux réparti et finalement plus intéressant avec 4 implants, et évidemment en les inclinant. Alors, on a des classifications qui permettent un peu de voir à quel moment on va pouvoir partir sur ces protocoles-là. Là, on va parler, je vais vous montrer tout à l'heure 2 cas. On est évidemment dans des résorptions modérées ou un peu avancées, on va dire. Edmond Bedrosian a créé cette classification qui est extrêmement simple, mais comme tout ce qui est extrêmement intelligent, elle peut être très très simple. Et il a défini 3 zones dans le maxillaire, 1, 2, 3. Et en gros, en fonction de l'os que vous avez dans ces zones-là, ben, vous allez mettre soit des implants axiaux, soit des implants inclinés, soit partir sur des igouts. Nous, ce qui nous intéresse, c'est la partie du milieu. C'est des résorptions où on a plus d'os dans les parties sous-sinusiennes, on a de l'os dans les parties latéraux et sous les fosses nasales dans le secteur antérieur. Et là, on part ben, évidemment sur ce fameux Holland 4. Et vous avez même des groupes scientifiques tels que l'ITI, qui est quand même plutôt connu pour sa rigueur, son professionnalisme, qui déjà en 2018 disait que pour réhabiliter une arcade complète, 4 implants suffisaient, que ce soit à la maxillaire ou mandibule. Donc je veux dire, on a des preuves maintenant scientifiques qui montrent que, OK, 4 implants peuvent marcher. Alors, sur ce consensus-là, on ne parle pas encore de mise en charge immédiate, hein, ça viendra peut-être dans les prochains consensus de l'ITI. Les cas que vous allez voir tout à l'heure, c'est avec des mises en charge immédiates. Charles vous a montré que ça soit de toute façon unitaire sur 4-5 dents ou en complète. On fait de plus en plus de toute façon de mise en esthétique immédiate ou de mise en charge immédiate. On va parler de mise en esthétique immédiate sur des cas unitaires finalement. C'est pour sourire et aller chercher sa baguette chez le boulanger. Et des mises en charge
des mises en charge fonctionnelles finalement, immédiates fonctionnelles, pour des arcades complètes, puisque évidemment, ils vont quand même manger avec et immédiatement. Et c'est vrai que sur ces résorptions très avancées, des fois, on a un peu de mal à aller chercher l'os, hein. Charles le disait tout à l'heure, ce qui est intéressant dans ces solutions-là, c'est les solutions grafless. Donc, on va diminuer le nombre de chirurgies, on va diminuer le nombre de rendez-vous, on va diminuer aussi le coût, hein. C'est important, faut en parler. Je veux dire, on n'est pas, les patients sont comme vous et nous et ont des budgets qui peuvent allouer à certaines réhabilitations, mais c'est pas infini. Et c'est vrai que quand on peut éviter de faire des greffes osseuses, surtout sur des arcades complètes, donc importantes, mais ça diminue quand même sensiblement le devis. Donc sur ces résorptions un peu avancées, il y a sur certains cas où j'étais un petit peu embêté avec plusieurs choses. Une des premières choses, c'était les longueurs implantaires. De plus en plus de sociétés implantaires sortent des implants, mais ont des implants qui vont jusqu'à 16-18 mm, pas plus. Softern propose des implants qui vont jusqu'à 24 mm. Et là, j'avais un intérêt très clair pour pouvoir poser ces implants un peu longs, sans prendre des implants zygomatiques pour faire des enfants. Donc, du coup, voilà. Et aussi, ces plateformes inclinées, Charles en a parlé, et ont tout intérêt, surtout dans le réhab complète, on va pouvoir mettre uniquement des piliers droits et plus des piliers angulés. Et ça, c'est très intéressant puisqu'on va permettre d'avoir une quantité de tissu mou autour de nos piliers droits beaucoup plus importante. Les piliers droits sont moins gros, hein, que ces piliers angulés, même si les sociétés qui ont implantaires, qui ont ces piliers angulés, pardon, essayent de les minimiser au maximum. Maintenant, avec les alliages qu'il y a, ils arrivent à minimiser, mais quand même, c'est plus gros. Et souvent, d'ailleurs, les piliers angulés, c'est à partir de 3,5 de hauteur, c'est rarement en dessous. Et voilà, donc les piliers droits, on peut avoir des piliers droits un peu plus petits. On passe. Charles vous l'a dit tout à l'heure, effectivement, dans la nature, les dents ont plutôt deux axes en fait. Et si vous prenez une incisive ou une canine, vous vous rendez compte qu'effectivement, on a toujours la couronne qui est un petit peu désaxée par rapport à cette racine. Et le coaxis, finalement, on va un peu singer la nature et on va avoir plusieurs finalement intérêts à ça. Il vient d'en parler, Charles, sur évidemment cette utilité dans les secteurs antérieurs, ce concept évidemment qui est breveté depuis maintenant une vingtaine d'années. Et ce qui est très intéressant, c'est quand même aussi de laisser la place au tissu mou. On sait très bien que des implants sont pérennes quand autour il y a du mou. Enfin, il y a du mou, il y a de la gencive kératinisée, il y a du tissu mou en hauteur de kératinisé et en épaisseur évidemment, qui vont protéger soit nos piliers en tout cas, soit les plateformes prothétiques. Et clairement, que ça soit sur de l'unitaire ou sur de l'érable complète, si on ne fait pas attention à ça, on sait que quelques années après, on va devoir y retourner. Et souvent, on a certains drames quand on revoit des patients quelques années après, qu'on a laissé partir avec des piliers angulés, souvent d'ailleurs à la mandibule en postérieur, des piliers angulés avec une gencive kératinisée très faible en vestibulaire. Et on les retrouve quelques années après avec des récessions extrêmement importantes. Et il faut vraiment y faire attention. Donc, faites gaffe et gardez ce tissu mou autour de vos piliers. Et cette utilisation des plateformes prothétiques implantaires, et Charles l'a bien dit, est très intéressante puisque ça va permettre de laisser la place au mou pour cicatriser. Alors, on va parler un peu de la même chose, que ce soit sur du complet ou sur l'unitaire. Évidemment, on va réduire, Charles l'a montré tout à l'heure avec certaines études, va réduire le stress au niveau de l'implant lorsqu'ils sont mis en charge avec des implants, des piliers angulés. L'implant va avoir un petit peu plus de stress que par rapport à un pilier droit et sa plateforme prothétique qui sera, elle, déjà angulée. Sur des réhabilitations complètes, vous avez bien compris que les parties angulées seront en postérieur, mais aussi en antérieur. Vous allez voir sur un cas, évidemment, quand on a des résorptions au maxillaire un peu importantes, et on a toujours devant des résorptions qui vont nous amener à devoir mettre nos implants un peu inclinés. Et c'est vrai que souvent, quand on incline en antérieur nos implants, on va avoir des piliers de rattrapage d'axe
de 15-30 degrés, mais qui sont gros. Et souvent, ça peut être vraiment inesthétique. Avec ce système coaxix, vous allez pouvoir enfouir un petit peu votre implant, mettre un pilier droit de faible hauteur et vous allez avoir vraiment un côté esthétique aussi. Et évidemment, en région postérieure, on va utiliser plutôt des plateformes inclinées à 24 degrés. Charles, tu disais tout à l'heure de 36 degrés. Alors, je n'en utilise pas parce que pour l'instant, il faudrait que je vois, mais les 36 degrés sont sur des implants en diamètre 5. Et c'est vrai que souvent, finalement, quand tu fais des râpes complètes sur des gens qui sont avec des résorptions un peu cognées, un peu avancées, aller coller du 5, ouais, il faut, ou alors tu greffes avant, mais du coup, on sort un peu du truc. Mais on a rarement une plateforme osseuse qui permet de mettre du 5 sur des cas de réhab complète, je trouve. Bon, Ça serait peut-être pour, Matt, pour la petite information, Southern est en train de travailler le sujet pour avoir un rattrapage d'axe en 36 degrés sur des diamètres 4. parfait. Tu Voilà. vois, parfait. Parfait, parfait. Après, c'est vrai qu'en ayant 24 derrière et des piliers droits avec une conicité qui est de 17 degrés, je crois. Je crois que c'est ça. Donc, si tu veux une conicité de 17 degrés et 24 degrés, on arrive quand même de toute façon à transvisser toutes nos prothèses en utilisant des piliers droits sans aucun problème et sans forcément utiliser des plateformes inclinées à 36. Ça serait vraiment pour incliner énormément les implants antérieurs, ce qui peut être intéressant de temps en temps. On verra les cas qui viendront. Plein d'études sont sorties. Manu vous l'a dit, allez sur le site, ils sont bien référencés, même de toute façon sur PubMed. Ça peut porter plusieurs noms, ces implants à plateforme inclinée. Mais sur le site de Sauvegarde Implants France, vous pouvez retrouver certaines études. Et vous voyez qu'il y a des suivis importants. Je veux dire, voilà, c'est pas absolument pas un gadget, mais c'est quelque chose d'établi et de scientifiquement prouvé. Alors, on va commencer avec un petit cas. Ce monsieur est arrivé donc au cabinet, monsieur vraiment super sympa, on a bien sympathisé. Et donc René avait envie voilà, de réhabiliter le haut, il sentait que ça commençait à partir un peu en sucette, à bouger un peu. Le bas, on va le faire l'année prochaine. C'est un grand passionné de voitures d'ailleurs, Charles. Donc là, il a mis un peu des sous dans la réhab du haut. Il a mis des sous dans s'acheter des caisses. Donc il aura des sous l'année prochaine pour faire le bas et on viendra au bas. On a utilisé un amovible du bas pour reprendre une courbe, une bonne courbe. Donc vous voyez le scan. Sur le scan, tout de suite, voilà, moi, ce qui m'a frappé, c'est qu'on a secteur 2, cette perte osseuse un sinus qui vient vraiment en région antérieure, quasiment sur l'apex de la canine. Et donc, on peut être un peu enquiquiné là à aller faire un hold fort. Alors, soit évidemment, on va greffer et puis on part. Vous verrez, le deuxième cas, c'est exactement ce que j'ai dû faire. Mais là, finalement, en utilisant des implants un peu longs, ben, l'idée, c'est de faire du transsinusien. Donc, on va aller transfixer le sinus, aller se coller au niveau du processus frontal du maxillaire. Donc, c'est la technique du nasalus. Et donc, pouvoir mettre quand même des piliers droits sur ces implants-là. Donc, l'étude est celle-ci au départ. On fait une empreinte numérique. En l'occurrence, j'utilise la Litero, moi, au cabinet. On fait faire un montage sur articulateur numérique, donc toujours effectivement avec le laboratoire LIO, on a beaucoup partagé il y a quelques temps de ça sur l'établissement d'un montage sur articulateur numérique en utilisant une table à chipper. Alors, pour ceux qui ne savent pas, la table à chipper, ça permet de mettre un maxillaire sur un articulateur physique, évidemment, dans le plan de Camper. Et en fait, Vivien de chez LIO, du laboratoire Brocos, anciennement Brocos, pardon, et le laboratoire LIO, a numérisé cette table à chipper. Et la numérisation de cette table à chipper lui permet, via le cone beam que vous lui envoyez, de pouvoir placer son maxillaire et donc de faire matcher après l'empreinte numérique que vous lui envoyez aussi en plan de compère et donc positionner ça sur un articulateur numérique. Et de là, évidemment, il va pouvoir créer son projet fonctionnel et esthétique.
en respectant évidemment les principes d'occlusion avec des courbes de compensation, etc., des fonctions de groupe, etc. Mais ça, c'est leur boulot qu'ils font parfaitement bien. Et vous voyez que du coup, il a monté donc, ce projet fonctionnel et esthétique chez ce brave homme. Et du coup, on a pu analyser ce montage-là, le valider avec le prothésiste, et est venu ensuite le jour de la chirurgie. Donc, il garde ce projet prothétique et fonctionnel dans sa bécane au laboratoire, et nous, au cabinet, on va commencer la chirurgie. Donc, la chirurgie très simple, incision et décollement mucopériosté, on extrait les dents, on essaye d'extraire les dents sans trop casser, mais on a quand même bousillé un peu notre bonne oualle vestibulaire sur la 23. Évidemment, on avait une région qui était extrêmement fragile. Vous avez vu que donc en 4, on avait cette déhiscence vestibulaire qui allait nous enquiquiner un peu pour la mise en place de l'implant. Et la convexité de la paroi vestibulaire de la 23 qui a cassé lors de l'extraction. Tu vois, effectivement, Charles, tu as raison, il faut faire doucement avec les extractions, mais même des fois en faisant doucement, je n'ai pas dû faire assez doucement et j'ai pété. Mais vous allez voir qu'on sait, rien n'est perdu, rien ne se crée, tout se transforme, je crois que c'est ça la phrase, et vous allez voir qu'on a utilisé évidemment cette paroi osseuse en greffe osseuse. Donc voilà notre maxillaire. On va venir positionner d'abord les implants postérieurs. Moi, je positionne toujours les implants inclinés postérieurs, ce qui permet après d'avoir ma salle de jeu antérieure et après, j'ai plus qu'à disposer mes implants antérieurs. Dans ce sens-là, je trouve ça plus logique. Donc, vous voyez que Charles parlait tout à l'heure effectivement d'utiliser ces jauges de direction. Donc, vous avez des jauges de direction en 12 ou en 24 degrés. Et vous allez commencer vos forages donc doucement. Moi, je descends vraiment, c'est 2-4 mm. On s'arrête, on fout sa jauge, on voit où on en est. Et pour un petit truc, alors c'est un tips ou pas, j'en sais rien, mais en tout cas, moi, ça m'a servi sur un des derniers cas là, que j'ai fait et j'ai trouvé ça rigolo. Sur ces jauges-là, en fait, je prends ma jauge de 24, je mets c'est oh mince, comment ça s'appelle, un pen, un stylo, en fait, un dermapen, voilà. Un dermapen, c'est un stylo stérile hein, qu'utilisent les chirurgiens. Vous en trouvez partout, je me demande même si sur Megadental ou un truc comme ça, il n'y en a pas. Bref, c'est un stylo stérile. Vous allez badigeonner la partie longue de votre jauge. Je l'applique sur la partie vestibulaire du tissu osseux, en fait. Vous voyez, en mettant évidemment la partie prothétique exactement là où je veux qu'elle sorte. Et du coup, j'applique ça sur l'os. Ça me fait une petite marque. Et après, avec mon forêt, ben, je n'ai plus qu'à suivre la marque. D'accord, grosso modo, si vous me suivez, c'est juste que ça, voilà, ça permet des fois d'anguler plus simplement et plus facilement le truc. Donc là, c'était pas sur ce cas-là, c'est un autre cas voilà, où j'ai fait ça, mais je voulais vous le montrer parce que bon, ça peut peut-être servir à une ou deux personnes. Et du coup, après, ben voilà, on va venir positionner cet implant postérieur. Donc, c'est une plateforme de 24 degrés. On va pouvoir optimiser, enfin, voir si vraiment le puits de transvissage sera bien sur la face occlusale de notre 5 ou de notre 6 et on va enlever la partie de préhenseur de cet implant-là. Vous voyez les petits fragments que j'avais de la concavité de la canine de la 23, je m'en suis servi, on a sorti les petites vis stoma pour aller fixer cet os au niveau de la partie vestibulaire de la 24 où on avait cette perte osseuse. On a fait voilà, une greffe osseuse, entre guillemets. Et ce qui est très intéressant, c'est de pouvoir vous allez voir sur la radio juste après. Donc voilà, là on a mis nos 4 implants, les piliers droits, et vous voyez que ces piliers droits devant, malgré la résorption et le fait d'avoir un peu incliné ces implants-là, on a mis des piliers de faible hauteur et on a notre tissu mou, bon là on en a beaucoup donc c'est chouette, qui va venir recouvrir, on va vraiment avoir quelque chose d'extrêmement esthétique après dans le résultat final. Vous voyez l'implant en 24, donc on est venu transfixer le sinus. Pour ceux qui se posent la question, on peut faire les deux. Est-ce qu'on garde ou on ne garde pas la membrane du sinus alors, moi, j'ai plutôt tendance à m'en branler un peu, c'est-à-dire que je vais transfixer le sinus
sans l'ouvrir et sans récliner la membrane. Et je vais aller après repiquer dans la partie montante ici, l'apophyse frontale du maxillaire, et je vais repiquer ici avec mon implant. Et en fait, la membrane du sinus, évidemment, on va se refaire. Au bout d'un mois, elle est refaite. Il n'y a aucun souci là-dessus. De toute façon, notre implant ne tient pas grâce au sinus. On pourrait effectivement décoller la membrane, venir mettre une xénogreffe ou ce que vous voulez là-dedans pour créer encore de l'os dans cette partie-là. Mais on est plutôt sur des solutions graftless. Donc, l'intérêt est finalement moindre. Et puis là, vous avez plusieurs corticales qui sont traversées. Et je me rappelle, quelques années, j'étais allé voir Paolo Malo à Lisbonne. Et lui, il se porte bien quand il multiplie le nombre de corticales traversées. Et d'ailleurs, en zone postérieure, il utilise beaucoup des 24 mm pour aller traverser le plus de corticales possible et des fois même la corticale vestibulaire antérieure. C'est un principe, mais en tout cas. Et c'est comme ça finalement que notre implant tient, c'est comme ça qu'il est pérenne et c'est comme ça qu'on perd quand même moins d'os, à mon humble avis. Suite à ça, en fin de chirurgie, on vient mettre nos 4 body scans. Les 4 body scans, on reprend notre emprunt numérique, on balance ça au prothésiste et le prothésiste va pouvoir usiner en PMMA le bridge provisoire qu'on reçoit 3 heures à peu près et qu'on va venir transvisser sur nos implants qu'on aura mis le matin. Voilà le patient qui est ravi. Et quelques mois après, alors là, je suis en train de en train de réaliser le définitif chez ce patient-là. Donc, je pourrais vous le présenter dans quelques semaines, quelques mois. Bon, on en parlait avec Manu tout à l'heure. Et on pourra voir maintenant le définitif. Vous voyez qu'on a des cicatrisations quand même gingivales qui sont vraiment extrêmement intéressantes. Vous voyez ce bombé, là, ce galbe qu'on a dans les régions antérieures. C'est vrai qu'avec des piliers angulés, des fois, on va venir écraser un petit peu les parties de tissu mou vestibulaire avec ces piliers angulés un peu gros, alors que là, en ayant des piliers droits un peu plus fins, on peut garder vraiment une épaisseur de tissu mou très importante là en vestibulaire. Et ça, on sait que ça va pérenniser nos implants. On passe sur un autre cas. Alors, paradoxalement, j'ai choisi ce cas-là. Donc, c'est un patient qui est arrivé, un patient qui portait une prothèse complète. Et en fait, il avait eu des extractions qui n'avaient été absolument pas ni compensées. Enfin, bon, je ne sais pas trop ce qui s'était passé, mais en tout cas, il y avait quand même 2 pertes osseuses sous les fosses nasales qui commençaient à nous ennuyer quand même sincèrement pour faire une implantation immédiate là, avec une mise en charge immédiate. Donc, on est parti sur le truc de faire une petite sausage avant et d'y aller après. J'avais pas la chance, Charles, tu as vu, d'avoir un bridge là. Le monsieur est resté un peu édenté quelques temps. Donc, bon, voilà, on passe vite sur la réhabilitation, la ROG là-dessus. On s'en cogne un peu. C'est un mélange bios, os autogène. On met tout ça sous une membrane résorbable. On suture tout ça et on va laisser travailler ça pendant quelques mois. On voit qu'on récupère un petit peu. Vous allez me dire, ben, alors pourquoi finalement tu n'as pas comblé tes sinus? Plusieurs choses, évidemment. Vous savez qu'on n'est pas seul à réfléchir là-dedans. On est 2, c'est-à-dire nous, le patient. Vous voyez déjà, le sinus secteur 2 est quand même relativement inflammatoire. Le patient avait très peur de se faire combler le sinus, je ne sais pas pourquoi. Et puis, deuxièmement, j'avais déjà fait 2 cas en transsinusien avec les implants coaxis. Et j'avais ça en tête. Je m'étais dit, je lui fais 2 petites ROG devant. Et puis derrière, on mettra ces coaxis-là un peu longs et on va revenir repiquer en transsinusien. Donc voilà le cas quelques mois après, lors de la réhabilitation implantaire. On est venu faire incision, décollement mucopériosté. On a toujours un peu ces pseudopérioses des fois qui sont un peu chargées de grains. On les laisse, on enlève les pins que l'on voit. On n'est pas allé chercher les pins un peu trop bas, hein, pas besoin d'aller dépériostés trop bas, c'est pas nécessaire. On est donc toujours même protocole. On pose nos implants postérieurs en premier et on prête les implants antérieurs. Donc vous voyez que là, toujours pareil, on va aller incliner nos implants. Derrière, on met des implants en plateforme 24 degrés, exactement comme tout à l'heure. Petit aparté après devant, on y reviendra. Donc vous voyez que cet implant-là, en 14,
on est venu non pas longer la paroi antérieure du sinus, mais on est venu longer la paroi postérieure, en postérieur de la paroi antérieure du sinus. D'accord? Donc, c'est vraiment un concept très différent de pose implantaire, mais c'est extrêmement agréable à mettre en place. Et vous voyez, après, on avait une angulation qui était peut-être un petit peu plus importante que 25 degrés. Et on peut quand même mettre des piliers droits, puisque cette conicité a permis de quand même transvisser notre prothèse. La petite aparté, elle est là. Ça, c'est un autre cas. Donc, j'ai pris les diapos de notre cas pour juste vous montrer, vous expliquer quelque chose. C'est ce que je voulais vous montrer tout à l'heure sur les résorptions en pose avancée des maxillaires. On a souvent ces parois vestibulaires antérieures qui sont très inclinées. Donc, du coup, on va être amené à mettre nos implants très inclinés et évidemment, même sur les implants antérieurs, de devoir mettre des piliers de rattrapage d'axe ou alors utiliser des coaxis et donc avoir cette plateforme implantaire qui va être angulée et pouvoir mettre un pilier droit. Et vous voyez que ces piliers droits sont très fins, prennent très peu de place. On a un shape d'ailleurs dessous là assez concave qui va permettre vraiment au tissu mou de venir cicatriser tout autour de ce pilier droit et pas ces piliers angulés qui des fois sont voilà là en antérieur sont un peu trop embêtants. Donc voilà la mise en place. Vous voyez là les piliers droits mis en place sur ces régions antérieures. Comme tout à l'heure, vous voyez, ce n'est pas le même cas et pourtant on a vraiment ce tissu mou très gonflé là devant. Il n'est pas comprimé et compressé par ces piliers. Donc les ROG voilà, ont été faits sur ce cas-là. On revient sur notre cas. Donc voilà la mise en place de 4 piliers droits. Et là, on n'avait pas fait du numérique. Le patient avait une prothèse complète qui avait été faite il y a quelques temps. C'est un patient qui n'a pas trop de moyens, donc on a aussi fait un peu au plus simple et au moins coûteux. Et en l'occurrence, on a utilisé sa prothèse complète pour pouvoir faire une mise en charge immédiate. Donc on a fait, vous voyez là, le scan de contrôle. On a fait une empreinte au plâtre. On est venu solidariser à 2 gaines titane provisoires le complet qu'on a ajouré. Et quelques heures après, on est venu pouvoir transvisser ce complet maxillaire. Et le patient est donc reparti équipé. Vous voyez qu'on a des sorties de transvissage qui sont quand même acceptables, avec la résorption assez importante que l'on avait quand même chez ce patient. Et voilà, il est reparti comme ceci. Pareil, c'est un patient à qui je vais faire les définitifs, je pense, d'ici un mois et demi à peu près. Moi, c'est vrai que j'utilise l'implant Coaxis et les implants d'ailleurs, sauf Stern implant, que depuis, on va dire, 8-10 mois à peu près. Donc voilà, les cas finis vont arriver et on va pouvoir revenir dessus et voir la pérennité de tout ça dans les mois qui viennent. Et voilà, donc en conclusion, moi, ce que je voulais dire, c'est ça, c'est l'utilisation de ces piliers droits, autant en répartition des forces internes, que ça soit au niveau de l'implant ou au niveau de la vis, est plus intéressante. Au niveau des tissus mous, c'est plus intéressant. Les longueurs implantaires avec ces shapes d'implants très coniques, moi, en tout cas, me permettent de faire du transsinusien et donc de pouvoir répondre à des cas que j'arrivais des fois difficilement à gérer avec d'autres systèmes implantaires. Et voilà, donc on a vraiment un gain d'utilisation de ces implants coaxis, même dans les réhabilitations de l'édenté complet. Voilà, messieurs, dames. Magnifique. Mathieu, merci beaucoup. Charles, merci beaucoup. On n'a pas de questions. Je pense que le propos a été plus que clair. Merci aussi d'avoir respecté le timing et notamment la tâche qui vous incombait, effectivement, pour l'unitaire et le traitement de l'édenté complet. Moi, ça y est, je crois que j'ai compris maintenant comment fonctionne le coaxis. Donc, si j'ai compris, je pense que tout clinicien qui se respecte va comprendre l'intérêt de pouvoir utiliser ces dispositifs et essayer d'améliorer effectivement l'efficacité des traitements à long terme, que ce soit pour les praticiens, les correspondants et les patients. Ouais, et donc, Voilà, donc, j'ai peut-être deux. je ne peux plus parler. Voilà, c'est. Faut couper.
Ah. Non, Non, je voulais juste dire un je truc. crois qu'il y avait des Dire un questions. truc. Non, c'est Christian Mollet qui vous félicitait pour vos belles présentations et merci beaucoup. Merci. Je reconnais aussi Non, effectivement tout le travail d'iconographie, de montage de toutes ces conférences. Ça prend toujours beaucoup de temps et merci pour votre partage. Et j'ai Gauthier aussi, Benin, voilà, qui en fait ben, a loupé toute la conférence, mais ne vous inquiétez pas, il y aura le replay comme d'habitude qui va arriver, je pense, dès demain et qu'on se fera un plaisir de re-regarder encore pendant les fêtes. Avec Voilà. Mathieu, on va faire un webinaire sur comment on met les petites têtes sur les personnages, parce que je vois qu'on a eu la même idée, c'était important de le souligner. On fera une petite mise au point sur comment on fait des trucs aussi beaux, des montages aussi saisissants. ouais, ouais, ouais. For your animation, for your animation. Exactement. François Vigoureux est en train de paniquer, là, je suis en train de te dire. François, on arrive. Juste pour rebondir sur ce que tu disais, Manu, parce que je pense que c'est quand même, je trouve important. Je trouve que c'est en utilisant ces implants que tu vois et comprends les indications qu'ils peuvent avoir. Et je trouve que c'est pas forcément simple au départ. Et c'est vrai, et voilà, et Charles est l'exemple parfait, quoi. Voilà, maintenant, tu vois, il prend les designs qui vont bien, l'inverta, pas l'inverta, la plateforme inclinée, pas la plateforme inclinée, et tu joues avec cette gamme implantaire pour aller répondre à tes cas cliniques, parce qu'un cas clinique ne vaut pas le patient d'après. Et évidemment, c'est ça qui est extrêmement intelligent et intéressant dans ce système-là. Et après, c'est de jongler avec tout ça, quoi. Voilà. C'est tout ce que je Effectivement, voulais dire. au départ, c'est ben, toujours pareil, le changement de paradigme, le changement des habitudes qui est complexe. Mais j'ai envie pour simplifier en fait et à comprendre ce qu'est le coaxis à l'implantologie, c'est ce qui revient à la la boîte automatique pour l'automobile. Voilà. C'est juste, voilà, c'est un changement. On n'a pas appris comme ça. On s'en sort très bien comme ça, de façon différente de ce qui a pu être utilisé par le passé. Mais il est clair qu'aujourd'hui, on a une technologie qui nous permet de faire les choses plus simplement. Et fort est de constater, notamment quand on voit toutes les publications, que biologiquement, biomécaniquement et économiquement, on a un intérêt de le faire. Donc, pourquoi ne pas y aller? Pourquoi ne pas y aller? Tout à fait. Ouais, il faut juste, Sauter la barrière. faut s'y mettre. Ouais, mais c'est comme le numérique, comme tout. De toute façon, on a un métier qui est comme ça. On a du mal à changer nos habitudes. Mhm. Mais Ouais, intellectuellement, c'est un des trucs les plus brillants que j'ai pu voir en 15 ans pour changer une pratique et pour le coup, vraiment la simplifier. complètement. Il n'y a pas tant de systèmes que ça qui ont vraiment simplifié les choses intelligemment. Parce il y a des faux trucs simples, il y a des trucs qui sont coûteux. Là, pour le coup, ça nécessite pas de surcoût. En plus, c'est du vrai win-win. C'est ce que je trouve assez rare dans la profession, en plus. Enfin, voilà, je pense que c'est bien vendu. On fait de notre mieux et on continuera à essayer de faire de notre mieux pour aider la profession justement à réhabiliter de plus en plus de sourires. Et je crois on a quand même du travail en France. Donc, autant avoir les bons outils. Voilà. Et notamment aussi, et je vous remercie, voilà, les bonnes personnes qui nous accompagnent pour voilà, transmettre ce message et faire comprendre qu'on a juste envie d'apporter des solutions qui simplifient la vie de tout le monde au quotidien. Voilà. Sur ces bonnes paroles, je vais vous souhaiter une bonne soirée et je vous dis Merci. à très bientôt pour de nouvelles aventures en 2024 où bientôt on va vous parler de tout notre programme voilà, de communication, de cours, de conférences qui vont arriver et qui vont animer l'ensemble des saisons de l'année 2024 avec beaucoup de dynamisme comme d'habitude. Merci beaucoup. Je vous dis à très bientôt. Une bonne soirée. Ciao, ciao, merci. Salut. Ciao.